Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons en fait vous présenter les résultats, d'une enquête qui a été menée, depuis, un certain nombre d'années, depuis 2019, sur, le thème de la diversité ethnique. Donc comme vous pouvez le voir, sur le titre, nous allons donc nous intéresser à cette thématique au sein, de la défense belge et voir dans quelle mesure, nous pouvons parler d'intégration ou d'inclusion. Nous reviendrons sur ces termes un peu plus loin et donc j'aurai le plaisir de vous présenter donc, ces résultats, avec, ma chercheuse Wendy Gomez qui travaille sur cette recherche. Alors, la diversité, c'est quoi? Donc il y a bien entendu, toute une littérature, qui s'intéresse à ce concept et on peut, retrouver, naturellement différents types de diversité. Donc c'est ce qui va bien entendu différencier les individus les uns des autres. Donc ça peut renvoyer à des éléments plus visibles comme la couleur de peau, ou bien entendu à des éléments plus, cachés comme, l'orientation, religieuse, ou, l'identité culturelle. Alors dans le cadre ici, de cette recherche, comme je l'ai dit donc, nous avons, débuté, cette étude en 2019 et cette étude comportait 3 volets. Un volet, qui renvoyait à une étude multinationale menée en collaboration avec d'autres pays, dans le cadre d'un groupe de travail OTAN. Un volet, qui était une étude plutôt quantitative qui a été menée ici, au sein de l'ERM auprès des élèves et du cadre. Et un dernier volet qui était un volet, qualitatif avec des entretiens qui ont été menés auprès du personnel de la défense. Et donc dans le cadre de cette étude et de ce webinaire, nous allons, davantage nous concentrer sur le dernier volet, donc à savoir, l'analyse des entretiens qui ont été menés auprès du personnel, de la défense, issus donc de, minorités ethniques. Alors ici, donc, nous allons aborder, avec vous d'une part donc ce qu'est la diversité ethnique, les, mesures qui sont mises en place au sein de la défense, en abordant également naturellement les challenges pour l'organisation de fonctionner avec davantage de diversité, mais également les avantages apportés par cela. Nous nous concentrerons ensuite, comme je l'ai dit, sur une partie méthodologique qui, mènera donc à l'analyse des entretiens, et nous allons donc nous concentrer sur les, discriminations, perçues par les répondants, les stratégies, qu'ils et elles ont mis en place et terminerons par quelques éléments de conclusion. Alors, c'est quoi la diversité ethnique? Donc, la diversité, c'est quelque chose qui renvoie naturellement aux différences et en sociologie, on s'intéresse beaucoup donc à cette notion, d'origine ethnique et culturelle. Pourquoi? Bah, parce que nous évoluons dans des sociétés de plus en plus, multiculturelles et ce qui nous intéresse aussi surtout, ce sont, les perceptions, dans une société ou dans une organisation de cette diversité ethnique. Donc, bien entendu, certains types, de groupes, sont, parfois beaucoup plus, discriminés que d'autres et ici donc on va s'intéresser donc à l'impact de, l'origine ethnique sur, l'intégration donc, du personnel, au sein de la défense. Alors, ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que donc la défense belge s'est ouverte de plus en plus à son environnement. Depuis, 2003, tous les citoyens de l'Union européenne peuvent postuler pour un emploi, à la défense. Alors dans les faits, on remarquera néanmoins que, certaines exigences, notamment linguistiques, vont freiner donc bien entendu le nombre de postulants et qu'on va essentiellement retrouver des Français, Françaises et des Néerlandais et des Néerlandaises. Néanmoins, à travers ces changements, on observe quand même une ouverture à nouveau et une forme de dénationalisation, de l'institution militaire.
Alors, lorsqu'on s'intéresse plus en détail à la diversité ethnique, ce qui est assez compliqué, c'est que contrairement à, d'autres pays comme, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ou les États-Unis, en Belgique, l'origine ethnique, vous le savez, ne peut pas être mentionnée sur aucun document officiel. Donc, il n'y a pas de recensement ou dans le registre de la population, par exemple. Et aucune statistique officielle n'existe naturellement sur l'origine ethnique de la population belge, que ce soit au niveau de la Belgique et même au niveau de la défense. Néanmoins, sur base de certains sondages, on peut estimer donc certains pourcentages et donc c'est ce que nous avons essayé de faire. Donc si on regarde au niveau, de l'origine de la population belge, donc ici vous retrouvez les données, StatBel 2023. Donc vous pouvez voir, ici que, on a dans la population belge, 65 qui ont donc entre guillemets «un background belge». À l'inverse, si on regarde ou en parallèle, si on regarde à la défense, donc dans les, enquêtes que nous avons pu mener, on observe que la défense belge, et sans grande surprise, j'ai envie de dire, est beaucoup moins diverse puisqu'on se retrouve avec des taux de 80 à voire 90% de personnel qui sont belges et dont les parents et les grands-parents sont de nationalité belge. Donc vous voyez déjà qu'on peut relever un différentiel assez important entre d'une part la population belge qui devient de plus en plus multiculturelle et la défense belge qui reste quand même fortement homogène au niveau de la diversité ethnique. Alors, ce qui nous intéresse dans cette recherche, c'est, bien entendu, de voir dans quelle mesure, certains facteurs et ici en l'occurrence, le facteur ethnique, va influencer, la satisfaction professionnelle, du répondant ou de la répondante et mais également, son bien-être et sa santé. Et dans un deuxième temps, bien entendu, quel est l'impact en termes de performance organisationnelle et aussi sur des éléments comme la rétention du personnel ou l'attrition, le départ donc des individus. Et donc, vous voyez que l'on va également prendre en considération des variables de l'environnement de travail, comme les mesures mises en place au sein de la défense, mais également les relations entre travailleurs avec le ou la chef hiérarchique, etc., etc. Donc, l'objectif, vraiment, c'est de voir dans quelle mesure la diversité ethnique peut avoir un impact et quel impact cela a sur la satisfaction du militaire ou de la militaire ou de la personnel civil et donc sur les performances organisationnelles parce que d'autres études ont bien entendu montré qu'il y avait une association, une corrélation entre la perception, le sentiment de se sentir discriminé et le développement d'anxiété, de dépression, une forme également de désengagement au niveau organisationnel. Alors ici, dans le cadre de cette étude, comme je vous le disais, nous sommes intéressés à l'intégration donc de ces individus et ce à différents niveaux. Donc au niveau de cette recherche, le but c'est vraiment de voir comment les individus s'adaptent ou se sont adaptés, ont réagi, interagissent avec leurs collègues, donc dans des contextes professionnels où ces personnes sont considérées comme minoritaires, donc sur base de leur identité ethnique. Donc ici, l'objet de notre attention porte vraiment sur des facteurs subjectifs, donc liés à l'intégration et ou à le sentiment d'être discriminé. Donc au niveau méso, au niveau du groupe, donc on peut voir qu'il existe différents processus d'acculturation. Donc Wendy reviendra sur ce concept un peu plus tard, lorsqu'elle vous présentera les résultats. Mais on parle de processus d'acculturation lorsque l'on a des groupes qui sont assez différents au niveau culturel et qui vont rentrer en contact. Et on observe qu'il y a différents mécanismes, changements qui vont se produire dans les deux groupes
Et ici, donc, vous pouvez voir au-dessus de moi donc, dans certains cas, on a fonctionné, par exemple dans le passé, avec des stratégies d'exclusion, car on pensait à l'époque que le contact entre des cultures différentes allait dénaturer la culture, voire la pervertir. L'exemple du nazisme et la supériorité de la prétendue race aryenne en est un exemple. Et quand on regarde le vocabulaire qui était utilisé à l'époque, on retrouvait cette notion de race que l'on utilise bien entendu plus de nos jours. Ensuite, on a aussi assisté à des stratégies de séparation. Je pense par exemple à l'apartheid ou à la ségrégation des Afro-Américains aux États-Unis. Et progressivement, on a évolué aussi sous les changements législatifs, sous la pression sociétale, vers davantage d'intégration. Et à l'heure actuelle, on va plutôt essayer de viser l'inclusion, donc de faire en sorte que les différences ne soient pas gommées, mais que l'on puisse justement reposer sur ces différences pour en tirer quelque chose de positif, davantage de créativité, etc., etc. Donc nous allons voir dans quelle mesure est-ce qu'à la défense, on va pouvoir identifier certains processus d'acculturation plutôt que d'autres. Ensuite, nous nous sommes intéressés à un niveau plutôt individuel, de voir dans quelle mesure les individus qui étaient issus de ces minorités ethniques avaient mis en place certaines stratégies. C'est ce qu'on va appeler donc des stratégies de coping, d'adaptation. Donc c'est un concept qui a été développé notamment donc dans les années 80 par Lazarus et Folkman et qui renvoie donc aux efforts cognitifs et comportementaux qui vont être développés par un individu pour gérer donc ces situations qui sont parfois stressantes où il ou elle ne se sentent pas bien et qui sont donc évalués comme excédant ses propres ressources. Et alors, on va avoir différentes stratégies donc d'adaptation, soit centrées sur le problème, qui vont viser à diminuer ou à réduire les facteurs de stress, ou on a aussi donc des stratégies qui vont plutôt être centrées sur la régulation, la gestion des émotions, en essayant donc d'adapter ses propres réactions émotionnelles face à une situation. Et bien entendu, on va voir que, à la défense, si certains individus se retrouvent face à certaines situations assez similaires, ils et elles ne réagissent pas toutes de la même façon et qu'on va donc retrouver différentes coping strategies, différentes stratégies d'adaptation. Alors, à la défense, nous sommes d'abord intéressés au cadre organisationnel dans lequel cette diversité ethnique se développait. Donc, pour rappel très bref, en 2003, on a eu la mise en place de la cellule diversité que l'on va davantage maintenant labelliser cellule inclusion, donc pour beaucoup plus mettre l'accent, comme je viens de le dire il y a quelques minutes, sur cette importance de ne pas gommer les différences, mais donc de les utiliser au profit de l'organisation. On a également des éléments aussi au niveau politique, au niveau de la ministre de la Défense. Si on regarde le POP Plan de 2021 ou le Star Plan de 2022, clairement, la diversité et notamment la diversité ethnique vont être mises en avant, valorisées. Chose que l'on n'avait pas vue, par exemple, dans le plan stratégique précédent où la diversité n'était même pas mentionnée une seule fois. Alors ici, au niveau de l'académie militaire, de l'école militaire, donc nous avons aussi mis en place le groupe diversité et inclusion, donc depuis maintenant 4 ans, pour d'abord, d'une part, avoir un état des lieux de ce qui se passe au sein de l'ERM et de voir dans quelle mesure donc cette période de socialisation des officiers, qui est capitale bien entendu pour leur carrière future, constitue un contexte inclusif ou pas. Donc c'est également un élément sur lequel nous sommes penchés. Alors, lorsque l'on parle de diversité, l'important c'est aussi de voir quels sont les challenges, les freins, les résistances que l'on va avoir dans une organisation qui est quand même traditionnellement très homogène. Bien entendu que, voilà, dans le passé, on avait tendance à mettre l'accent sur la ressemblance, la cohésion sociale, et qu'à l'heure actuelle, on est beaucoup plus dans une cohésion par rapport à la tâche, un développement de professionnalisme,
donc une autre dimension de cohésion. Et donc, c'est clair que dans les organisations militaires qui sont relativement uniformes, encore une fois, au niveau de la diversité ethnique, mais également d'autres types de diversité, je pense à la diversité de genre par exemple, eh bien, on va retrouver des résistances en interne qui vont avoir tendance à être ressenties par les individus issus de la minorité. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit diversifier nos organisations militaires? Est-ce que c'est vraiment quelque chose vers quoi on doit tendre? Bien entendu, il y a toute une littérature et de nombreuses organisations dans le civil ont depuis de nombreuses années mis l'accent sur la plus-value d'avoir des organisations plus diverses, sur la créativité, sur la pensée out of the box, et cetera, et cetera. Et c'est la même chose dans les organisations militaires face à, des opérations qui ont lieu dans des contextes culturellement complexes, que ce soit, dans des contrées éloignées, mais également, je pense à l'opération VG dans les rues de Bruxelles. Même dans les rues de Bruxelles, on a une multiculturalité très importante. Et donc, en termes d'efficacité opérationnelle, de développement de compétences interculturelles, c'est quelque chose de très important d'avoir aussi dans son groupe, dans son organisation, des individus qui sont capables de travailler avec des gens qui sont différents, qui sont capables de se mettre à la place donc d'autres individus et qui ne sont pas uniquement focalisés sur leur propre cadre culturel. Un deuxième point, c'est la nécessité aussi pour la défense de refléter la composition sociale de la Belgique. Donc, bien entendu, cette dimension-là reste importante de miroir de la société. Et enfin, face aux exigences de recrutement, vous avez vu sans doute les chiffres pour 2024, 4 000 à 4 500 personnes qui doivent être recrutées annuellement. Clairement, on ne peut plus se satisfaire de recruter uniquement dans nos anciens viviers de recrutement. Donc clairement, se tourner vers d'autres profils est également quelque chose de capital à l'heure actuelle. Alors, comme je vous le disais, donc cette recherche a été composée de plusieurs volets. Donc, il y avait le volet diversité ici au sein de l'ERM, où la diversité ethnique était un des éléments. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, je ne vais pas ici vous relater tout le rapport. On a un rapport assez complet sur ces données qui ont été récoltées. Mais ici, j'ai repris simplement certains éléments. Donc, qu'est-ce qui ressortait de ce rapport? Ben, que notamment 57% des répondants indiquaient qu'il existait des remarques racistes à l'ERM. Donc, plus d'un répondant sur deux évoque avoir déjà vu, entendu des remarques racistes ici à l'ERM. Et un autre chiffre aussi assez interpellant, 64,9% des répondants aussi évoquer le fait qu'il y avait un langage sexiste ici à l'ARM. Donc ici qui renvoie davantage à la dimension de diversité de genre. Donc on voit quand même que dans ce contexte, ici à l'ERM, on a des éléments qui sont assez interpellants et qui nous ont poussé à aller également voir au niveau plus large de la défense. Alors, un deuxième volet, je vous l'ai dit, c'est le volet donc multinational où nous avons mené une enquête avec d'autres partenaires de l'OTAN et qui a donné lieu à ce rapport ici qui a été publié en avril 2023. Et donc, si ça vous intéresse, je vous le partagerai avec plaisir, où ici il y a une perspective multinationale qui est intéressante aussi en termes de lessons learned. Alors ici, à présent, nous allons nous pencher sur le volet donc qualitatif, donc qui renvoie aux entretiens qui ont été menés avec du personnel de la défense. Et je vais donner la parole à Wendy Gomez, qui va prendre le casque dans quelques minutes, dans quelques instants. Oké, dankjewel professor Stenge. Dus na het kwantitatief onderzoek zijn we een kwalitatief onderzoek gestart omtrent etnische diversiteit binnen Defensie, om meer inzicht te krijgen over de resultaten van het kwantitatief onderzoek. We hebben hierbij 27 diepte-interviews afgenomen met militairen van etnisch diverse achtergronden. Deze interviews zijn afgenomen in de periode van oktober 2021 tot januari 2023. We hebben nadien de interviews getranscribeerd en dan geanalyseerd via NVivo. Hierbij een overzicht van wie dat onze respondenten waren. Dus er waren 27 respondenten. Qua component waren er 8 personen van de landcomponent, 6 van de luchtcomponent,
4 van de medische component. En daarnaast hebben we ook 9 studenten van KMS geïnterviewd. Op vlak van gender waren er 6 vrouwelijke respondenten en 21 mannelijke respondenten. 18 interviews zijn afgenomen in het Frans en 9 in het Nederlands. En qua origine zijn 10 van onze respondenten afkomstig van Noord-Afrikaanse origine, 10 van Sub-Sahara-Afrikaanse origine, 4 van Europese origine, waarvan 3 Oost-Europa en eentje van West-Europa. En dan nog 1 persoon van Noord-Amerikaanse origine en iemand van het Midden-Oosten en nog iemand van Zuid-Azië. Dus tijdens ons kwalitatief onderzoek hebben we de focus gelegd op het al dan niet ervaren van discriminatie bij militairen van etnisch diverse achtergronden, hoe ze hiermee omgaan en hoe ze geïntegreerd zijn binnen Defensie. We hebben dus een model opgesteld zodat we de resultaten overzichtelijk kunnen bespreken. Aan de linkerzijde wordt het al dan niet ervaren van discriminatie weergegeven en aan de rechterzijde de acculturatiestrategieën en de copingstrategieën. We gaan deze onderdelen allemaal meer in detail bespreken in de volgende slides. Dus om te beginnen met het ervaren van discriminatie. Dus we hebben ons gefocust op de meest voorkomende vormen van discriminatie die in ons onderzoek zijn naar voren gekomen. En we hebben deze dan verdeeld over verschillende niveaus, dus op niveau van samenleving, organisatie en individu. Dus we beginnen op het niveau van samenleving. Daarin zagen we dat vooral culturele stereotypen en vooroordelen een belangrijke rol speelden bij het ervaren van discriminatie. Dus enkele respondenten gaven aan dat ze door stereotypen en vooroordelen die in de bredere maatschappij voorkwamen, benadeeld werden binnen Defensie. Maar wat zijn dat culturele stereotypen en vooroordelen? Dus vooroordelen zijn houdingen op individueel niveau. Die kunnen subjectief positief, maar ook subjectief negatief zijn. Dus ten opzichte van groepen en de leden daarvan, die hiërarchische statusrelaties tussen groepen creëert of in stand houden. En als we gaan kijken naar stereotypen, dan zijn stereotypen associaties en overtuigingen over kenmerken en eigenschappen van bepaalde groepen. En die stereotypen beïnvloeden eigenlijk systematisch de manier waarop mensen groepsleden waarnemen, informatie over hen verwerken en op hen reageren. Deze stereotypen worden doorgegeven via socialisatie, de media, maar ook taalgebruik enzovoort. Als we gaan kijken op niveau van organisatie, dan gaan we meer kijken naar discriminatie op het niveau van Defensie als organisatie. Hierbij kijken we naar beleidslijnen en procedures, ofwel ook wat we dan noemen institutionele discriminatie. Institutionele discriminatie wordt in stand gehouden doordat het de dominante groep is die dat de sociale instituties beheert, waardoor minderheidsgroepen benadeeld kunnen worden. Dus aangezien het in Defensie bepaalde groepen zijn, de dominante groep de regels en de richtlijnen bepalen, kan het zijn dat minderheidsgroepen hierdoor zich benadeeld voelen. En dan op individueel niveau gaat het vooral over persoonlijke interacties. Dus ja, het gaat ook vooral over individuele discriminatie. Dus individuele discriminatie is opzettelijke discriminatie door een individu of een kleine groep individuen tegenover leden van een andere groep. Daarnaast zijn er ook vormen van discriminatie tegengekomen die over de verschillende niveaus die bij de verschillende niveaus voorkomen, dus zowel op niveau van samenleving, organisatie en individu. De respondenten spraken hier vaak over indirecte en coverte discriminatie. Dus dit gaat eigenlijk over niet-rechtstreekse discriminatie en verborgen discriminatie. We hebben hier een voorbeeld van. Een respondent zegt hierbij, dus dat is een quote van de respondent. C'est toujours subtil, je peux jamais vous dire, oui, dans ce cas-là, boum, on m'a dit, oui, bon, toi, d'origine africaine, c'est mort, non. Non, c'est toujours plus subtil. C'est comme je l'ai dit, c'est deux fois, on vous donne un refus, alors ça peut être
à cause de vos origines, mais derrière, il faut absolument qu'il sorte des arguments. Et oui, des fois, on vous sort des arguments débiles, j'ai envie de dire. Dus dat is een voorbeeld van een respondent die zegt van, ja, het is niet altijd duidelijk waarom er bijvoorbeeld bepaalde dingen niet, waarom er niet wordt ingegaan op bepaalde aanvragen enzovoort. Dus dat wordt bedoeld met subtiele of coverte discriminatie. En dan zijn er ook nog verschillende types van discriminatie tegengekomen. Types van discriminatie gaat dan over discriminatie op basis van ofwel huidskleur of geslacht of religie. De types die we zijn tegengekomen die we het meest zijn tegengekomen zijn racisme, islamofobie en seksisme. Dus racisme, ja, dus discriminatie op basis van etniciteit. Hier hebben we iemand die zegt, ja, er zijn bepaalde dingen dat in de vestiaire gebeuren. Maar kijk, dit is onze leger, niet die van u, gaat terug. Dit is een duidelijk voorbeeld van een racistische uitspraak. Als we gaan kijken naar islamofobie, dus discriminatie tegenover mensen die de islamitische religie hebben, zegt er een respondent, zoals ik zeg, ik ben niet praktiserend, dus ik ga mee, ik drink een pint mee, dus ik ben niet zo anders dan die ene maand Ramadan. Maar ik denk dat als je meer praktiserend bent, dat je zegt, wow, ik drink geen alcohol, dat is niet wat ik denk, ik ben er vrij zeker van. Als je iets meer aan je geloof toekent, dat je anders bekeken gaat worden. Dus ja, dat is een voorbeeld van islamofobie. Deze respondent zegt dat mensen die heel praktiserend zijn, dat ze het heel moeilijk zullen hebben binnen Defensie. En dan een voorbeeld van seksisme. Een vrouwelijke respondent zegt hierbij, ja, ik had heel veel problemen als vrouw. Natuurlijk gaat het over een paar opmerkingen en ongepast gedrag tegenover vrouwen. En dan is er ook natuurlijk de intersectionaliteit. Intersectionaliteit gaat eigenlijk over dat bepaalde mensen dat mensen behoren tot verschillende sociale groepen en kunnen op basis van die verschillende groepen discriminatie ervaren op meerdere gebieden. Dus een voorbeeld hiervan hebben we ook gevonden. Dit was een vrouwelijke respondent van Afrikaanse origine. Die zegt, ce sont vraiment ces deux-là, en tant que femme noire, c'était un peu compliqué pour être à l'IRM. Mais du coup, les gens, quand ils me voient, ils voient que je suis noire. Donc, ils disent que c'est d'office quelqu'un d'Erasmus. Donc, parfois, ils me traitaient un peu différemment. Et des fois, je lui dis, mais non, je suis belge en fait. Et il y avait du racisme, je l'ai vécu pas mal. Dus dat is een voorbeeld van iemand die zowel als vrouwelijke persoon met een Afrikaanse origine zowel racisme als eventueel seksisme kan ervaren. En dan gaan we over naar het rechtergedeelte van ons model, dus de acculturatiestrategieën. We beginnen met de acculturatiestrategie, dus eigenlijk de manier hoe dat... Het gaat over de manier hoe dat minderheidsgroepen zich integreren binnen Defensie. Hoe dat eigenlijk minderheidsgroepen en dominante groepen samenwerken en samenleven. We hebben ons hier gebaseerd op de theorie van Berry. Hij onderscheidt 4 acculturatiestrategieën. Dus deze zijn assimilatie, separatie, integratie en marginalisatie. We gaan deze verder bespreken in de volgende slides. Dus om te beginnen met assimilatie. Dus assimilatie komt voor wanneer de minderheidsgroep zich moet aanpassen aan de gewoontes van de dominante groep. Dus voor sommige respondenten gaven aan dat ze het gevoel hebben dat ze niet geaccepteerd worden binnen de Belgische Defensie als ze zich niet aanpassen aan de gewoontes van de dominante groep. Dus ze voelen zich eigenlijk gedwongen om te assimileren, om geaccepteerd te worden. Iemand zegt hierover, je viens, j'observe et puis je danse comme tout le monde. Dus op die manier wil hij zeggen dat hij bekijkt hoe dat de anderen zich gedragen om dan eigenlijk binnen Defensie te kunnen passen en zich aan te passen.
En dan is er separatie. Dus separatie komt voor wanneer groepen gescheiden van elkaar werken of leven. Dus sommige respondenten merkten op dat in bepaalde eenheden mensen militairen met een etnisch diverse achtergrond allemaal in één team werden gezet en de rest niet. Dus iemand zegt hierover, mais au travail, c'est que dans mon unité, ils sont vraiment à part moi. Tous les autres noirs, ils sont vraiment rassemblés au même endroit. Ils travaillent tous dans la même partie du bloc et donc l'autre bloc, il n'y a pas de diversité. Donc c'est tout le monde au même endroit. Et où je travaille, il n'y a vraiment aucune diversité. Dus ja, dat is een duidelijke voorbeeld van separatie. Dan is er integratie. Integratie is wat we eigenlijk willen bereiken binnen België, maar ook binnen Belgische Defensie. Dus bij integratie zijn alle groepen gelijkwaardig en hebben ze evenveel zeggenschap en inbreng. Sommige respondenten gaven aan dat ze zich goed geïntegreerd voelden binnen Defensie, maar de meerderheid van hun gaf ook aan dat dit te maken had met hun status en hun plaats dat ze binnen Defensie hadden verworven. Dus een voorbeeld hiervan. Iemand zegt, dus gelijk is gewoon, ik laat u leven en jij laat mij leven en samen leven wij. Maar dat wordt niet altijd perfect gehandhaafd. Het is afhankelijk van uw status en uw plek in de wereld dat je wordt geaccepteerd of niet. Dat is weer ook zoiets heel raar. Als je je manneke niet kan staan, word je sneller naar een hoekje geduwd waar je je niet comfortabel bij voelt, dan als je wel een beetje tamtam kan maken en weet wat je moet doen. Dus dat is iemand... dus deze persoon zegt van ja, ik voel me wel goed geïntegreerd, maar ik heb wel op mijn strepen moeten staan. Ik heb mij wel moeten bewijzen om mij goed geïntegreerd te voelen. Dan tenslotte is er ook de laatste acculturatiestrategie is marginalisatie. Bij marginalisatie worden personen of groepen uitgesloten van ervaringen. Ze kunnen bijvoorbeeld ook blootgesteld worden aan ongezonde omgevingen, fysiek of mentaal vernederd worden. En die is ook, ze kunnen hierdoor ook risico's oplopen omtrent hun veiligheid, hun gezondheid enzovoort. Hiervan hebben wij één voorbeeld van gevonden. Eén respondent heeft hier een voorbeeld over gegeven. Het is een lange quote, maar ik ga die toch voorlezen, omdat het wel een interessant voorbeeld is. Ils m'ont vraiment fait souffrir pendant la phase d'initiation militaire. Ils m'ont fait quelques petits trucs, genre tu es arabe, tu viens de Schaerbeek, donc tu crèves des véhicules. Nous on te connaît. Après, c'est aller un peu plus loin. Il me dénigrait un peu de trop, mais moi, je devais faire du sport individuellement pendant que les autres buvaient du chocolat chaud. Mais après, ils ont été un peu plus loin avec me dissocier du groupe et ça pour rendre quelqu'un paranoïaque. Pendant qu'on dormait là-bas, pendant ma formation, en fait, plus personne n'avait le droit de parler avec moi et si quelqu'un parlait avec moi, il sera puni. Ils m'ont mis dans cette situation. Ensuite, ils ont vraiment été très, très loin. C'est de ne me pas donner à manger. Et là, c'était la chose du trop. C'était vraiment de trop parce que ne pas donner à manger à un militaire qui est en formation, là, c'est vraiment exagéré. Dus hier zien we duidelijk een voorbeeld van marginalisatie. Deze persoon is zowel fysiek als mentaal vernederd eigenlijk. En deze persoon heeft ook 3 maanden na ons interview ook Defensie verlaten. En tenslotte, dus het laatste onderdeel gaat over copingstrategieën. Dus de copingstrategieën, zoals eerder vermeld, is de manier waarop individuen zich aanpassen aan stressvolle situaties en zoals hier bijvoorbeeld het ervaren van discriminatie. Dus we kunnen de copingstrategieën die dat onze respondenten hebben aangehaald onderverdelen in 2 onderdelen. Dus emotion-focused copingstrategieën en problem-focused. Dus emotion-focused is eigenlijk de manier, ze gaan zich op een bepaalde manier aanpassen om
hun emoties te reguleren. En problem focus is meer het probleemgericht aanpakken. Er zijn 4 voorbeelden van emotion focus copingstrategieën. Het eerste was negeren. Heel veel mensen hebben dit, ik denk dat bijna iedereen dit heeft gezegd, dat ze heel vaak bepaalde opmerkingen of grappen of discriminatie negeren. Ze gaan er niet elke keer op reageren. Dus een respondent zegt hier, et je dirais concrètement qu'il faut quand même être prêt mentalement d'accepter certains trucs, de parfois faire un switch quand on va au travail parce qu'on ne doit pas se battre tout le temps pour tout parce que ça fatigue. Des fois, j'entends des trucs et je dis ok, switch parce que je suis fatiguée aujourd'hui. Een tweede copingstrategie dat we hier hebben, dat we zijn tegengekomen, is het vermijden. Dus sommige mensen gaan bepaalde omgevingen vermijden om niet of minder gediscrimineerd te worden. Iemand zegt hier, pour moi par exemple, je ne voulais pas aller chez le para parce qu'on m'avait dit, j'ai entendu que c'était une unité où la différence ethnique, ce n'était pas bien d'y aller. Een derde is ontslag nemen. Dus er zijn mensen die door discriminatie ook gewoon ontslag nemen. Dus iemand zei hier, donc je trouve ça quand même vraiment dommage et je voulais justement partir de la défense ici. Il y a encore 2 mois, j'ai sollicité partout dans le civil et j'étais pris. En het laatste emotion focus coping strategie dat we zijn tegengekomen is agressie. Ja, dus sommige mensen gaan agressie gebruiken wanneer ze discriminatie tegenkomen om eigenlijk nadien minder gediscrimineerd te worden. Dus iemand zegt hier, chez nous, il y avait un ancien, il commence à dire oui, the N-word est black, mais une fois je l'ai tapé et depuis il me respecte. Als we gaan kijken naar de problem-focused copingstrategieën, dan kwam er voor dat er heel wat mensen ook proberen uit te blinken om respect te ontvangen. Dus vanaf het moment dat ze het goed doen, worden ze geaccepteerd. Dus iemand zegt hier, que maintenant j'ai mon grade et ma fonction. Oui, il respecte un peu plus que quand je n'étais encore pas diplômée. Peut-être qu'ils n'acceptent plus, mais ils vont moins dire les choses. Ils vont peut-être regarder, mais ils ne vont pas faire de remarques parce qu'ils voient mon cas. En een andere manier, wat dat mensen ook doen, is eigenlijk een ondersteuningsnetwerk zoeken om bijvoorbeeld advies te vragen of om eigenlijk bij elkaar wanneer ze discriminatie ervaren, om bij elkaar steun en advies te zoeken. En daar zegt een respondent, au travail, je ne suis pas la seule noire, donc quand j'ai des problèmes, si je vis de faits comme ça, je peux parler avec les autres noirs qui sont des hommes. Je suis contente de ne pas être la seule. Dus ter conclusie, om te beginnen, we hebben 27 diepte-interviews afgenomen. Dus wij kunnen onze resultaten niet generaliseren naar de volledige populatie van Defensie, naar alle militairen, maar we kunnen wel belangrijke lessen hieruit trekken. Ten eerste, waarom is het belangrijk om onderzoek te doen naar diversiteit binnen Defensie? Dus aangezien Defensie een personeelstekort heeft, is het belangrijk om in te zetten op mensen met etnisch diverse achtergronden. Deze groep is nog niet voldoende gerepresenteerd binnen Defensie, terwijl de samenleving steeds diverser wordt. Dus hierop inzetten kan het recruteringspool vergroten. Daarnaast is het belangrijk dat Defensie verder inzet op het gebied van diversiteit. Het gaat om een voortdurende inspanning om een werkplek te bevorderen waar verschillen worden gewaardeerd en gerespecteerd en waar actief wordt gewerkt aan het bevorderen van gelijkheid en inclusie voor alle werknemers. Enkele belangrijke observaties die we hebben gedaan zijn ten eerste
zien we heel wat gelijkenissen met het kwantitatief onderzoek dat eerder werd uitgevoerd. Dus daar werd gezegd dat er nog steeds vaak racistische en seksistische opmerkingen werden gemaakt. En dit zien we ook in ons kwalitatief onderzoek. Dus het bevestigt eigenlijk het vorige onderzoek en geeft aan dat er nog steeds werk aan de winkel is in verband met etnische diversiteit binnen Defensie. Daarnaast is het ook belangrijk om aan te geven dat discriminatie een impact heeft op het welzijn van militair personeel met etnisch diverse achtergronden. Dus deze impact kan op verschillende domeinen in hun leven voorkomen. Dus het kan gaan over mentale gezondheid, fysieke gezondheid, prestatie op het werk, maar ook hun carrière enzovoort. Dus dat is ook een belangrijk punt. Daarnaast moeten we ook wel zeggen dat een verschil is tussen de verschillende etnische groepen. Dus bepaalde etnische groepen we zien dat bepaalde etnische groepen het harder te verduren hebben dan andere etnische groepen. Bijvoorbeeld mensen met een islamitische geloofsovertuiging of mensen met een donkere huidskleur. Bij hun komen er eigenlijk veel meer voorbeelden van discriminatie. Zij worden meer benadeeld dan andere etnische groepen. Dus het is belangrijk om daar ook rekening mee te houden. Maar ook als we gaan kijken naar de geopolitieke situatie bijvoorbeeld, zien we dat op dit moment militairen bijvoorbeeld van Russische afkomst ook meer discriminatie ervaren door de oorlog in Oekraïne. En tenslotte de acculturatiestrategieën. We zien dat de meeste respondenten gaven aan dat ze ofwel geassimileerd of geïntegreerd waren. Dus het doel is natuurlijk om integratie te behalen, waar dat mensen kunnen meedraaien binnen een organisatie, maar nog steeds hun cultuur kunnen behouden. Maar nog heel vaak zien we dat militairen met een migratieachtergrond zich eigenlijk genoodzaakt voelen om te assimileren, om erbij te horen. Dus ja, dus het is eigenlijk belangrijk om te blijven inzetten als organisatie op inclusie en integratie, zodat iedereen zich thuis kan voelen en dat de militairen met etnische diverse achtergrond goed geïntegreerd en dat ze eigenlijk goede inclusie kunnen ervaren binnen Defensie. Voilà.